Bonjour à tous et merci d'avoir affronté les grèves pour venir ici à ce premier événement d'un cycle sur le management et les nouvelles formes de travail que nous initions. Donc bienvenue dans ce lieu. Avant de commencer le sujet, je me permets quelques mots pour vous présenter ce lieu dans lequel vous êtes, qui s'approprie très bien à la thématique du jour. Donc Léonard Paris, qui se veut être la maison d'innovation du groupe Vinci et qui, dans ses 5000 m², va accueillir un certain nombre de start-up, d'entrepreneurs et se veut aussi être un lieu de rencontre et d'échange, comme par exemple cet événement aujourd'hui ou encore le festival Building Beyond que nous organisons depuis maintenant 2 ans. C'est un lieu qui est ouvert depuis 1 an et qui se promet un bel avenir. Léonard n'est pas qu'un lieu, c'est aussi le laboratoire d'innovation et de prospective du groupe Vinci. Alors, pourquoi la prospective et comment cela marche? Ce cycle événementiel s'inscrit directement dans cette démarche de prospective, puisque les nouvelles formes de travail est un sujet clé pour l'entreprise et pour lequel nous devons changer, évoluer et prendre en compte les différents angles qui vont nous impacter demain, comme par exemple le numérique ou aussi ces nouveaux espaces de travail. C'est une démarche qui est sponsorisée par notre directeur des ressources humaines, Franck Mougin, qui est particulièrement investi dans cette démarche prospective. Alors, l'intérêt de nous, ce cycle événementiel, c'est justement par les différents angles d'attaque du sujet. Donc ici, on va parler des nouveaux espaces de travail. On abordera notamment dans ce cycle événementiel l'intelligence artificielle et son impact sur le management. On abordera aussi les nouvelles attentes des collaborateurs. Donc ces thématiques vont nous permettre d'enrichir notre démarche prospective. Donc nous comptons sur vous et sur les intervenants pour les échanges et pour pouvoir nous ouvrir à chacun de nouveaux horizons. Alors, pour ceux qui sont fans de tweets, vous pouvez réagir sur #OpenLéonard avec grand plaisir. Maintenant, je vais pouvoir un peu plus rentrer dans le sujet. Nous sommes commençant par un chiffre qui est de 40%, qui est le taux de non-occupation des bureaux. C'est un taux qui n'est pas sans impact quand on sait que c'est la deuxième dépense des entreprises. Cependant, ces nouveaux espaces ne sont pas à voir comme une charge, mais aussi comme un outil de création de valeur. C'est aussi ces points que nous allons pouvoir aborder pendant cette conférence. Si on devait donner une petite définition du flex office, on pourrait dire que c'est la fin des bureaux attitrés dans un espace ouvert. C'est une solution en fait idéale, une bonne adéquation entre l'optimisation des espaces et un outil de création de créativité et de transversalité. Cependant, on peut quand même s'interroger sur l'impact en termes de management, en termes du bien-être des équipes et aussi en termes des lieux. Est-ce que demain, par exemple, nous n'aurons plus de sièges sociaux ? Pour répondre en fait à ces questions, je vous propose dans un premier temps de faire intervenir M. Diribarne et M. Lozet pour notre première table ronde sur le bureau comme outil d'un management intelligent. Allez, chacun d'un côté, je me mets entre vous. Voilà, c'est ça. S'il y a des conflits, je serai le juge arbitre. Voilà. Ah, il ne marche pas. Donc, ça marche. Si, c'est bon, ça marche. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce matin. Je me retourne d'abord vers M. Diribarne. Donc, vous êtes directeur de recherche au CNRS et président du conseil scientifique d'Actineo. Et vous publiez depuis quelque temps, tous les 2 ans, un baromètre qui analyse l'évolution du bien-être des salariés. Alors, première question, est-ce que déjà nous sommes satisfaits dans notre travail? Alors, bien entendu, les réponses sont ambiguës, parce que à la fois, vous avez, quand vous questionnez, en général, les actifs au travail sont satisfaits, mais quand on analyse de façon un peu plus serrée, on s'aperçoit que la satisfaction est variable selon les domaines. Alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en comparaison internationale, quand on interroge par rapport à ce qu'est cet objet, qui est le type de bureau dont vous disposez, qui est bureau individuel fermé, bureau collectif fermé, bureau ouvert, ou à l'époque on n'avait pas flex office, ce sont les Français qui ont le gradient d'écart qui sont les plus forts en comparaison internationale, tout au moins par rapport à 5 autres pays européens.
C'est-à-dire, c'est ceux qui sont le plus mécontents par rapport à ce qui s'éloigne du bureau individuel fermé. Et on le retrouve très bien quand on a questionné, si ça vous intéresse, sur quel est l'idéal au point de vue des bureaux. Là, c'est l'enquête de 2019. Et les Français, donc tous secteurs confondus, disent un poste de travail dédié dans un bureau individuel fermé, 59%. Dans un bureau collectif de petite taille, 38%. C'est les réponses premier et deuxième rang, hein, c'est pour ça que ça ne fait pas 100%. Donc, individuel fermé, 59%, collectif de petite taille, 38%, un espace de travail ouvert avec des bulles de confidentialité, des salles de réunion de proximité et de libre accès, ce qu'on appelle l'open space intelligent pour nous, 32%, uniquement le télétravail à domicile, 26%. Et ce n'est qu'après arrive 100 postes de travail dédiés. Et là, on a une chute totale, et on arrive à, dans des espaces ouverts de petite taille, donc pas de poste de travail dédié, et espace ouvert de petite taille, hein, 12%, pas de poste de travail dédié en combinant le travail à domicile dans un tiers-lieu et dans des locaux de votre entreprise, 9%, dans un immeuble de bureau offrant différents espaces où l'on peut choisir de travailler selon ses besoins, se concentrer, communiquer, coopérer, qui est en fait ce que vend, les responsables de l'immobilier vendent un peu à tous, 9%, en combinant télétravail à domicile, télétravail dans un tiers-lieu, espace de coworking, Fab Lab, incubateur et ainsi de suite, 8%. Donc, et dans un tiers-lieu pur, c'est le dernier rang, 7%. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de toujours comparer ce qui est la norme telle que les entreprises essayent de la vendre à leurs collaborateurs et ce que disent les collaborateurs face à cette norme. Et donc on a incontestablement en France une rencontre qui ne se fait pas et qui ne se fera pas toute seule. D'où la question centrale du management. Puisque ce qu'on rappelle, hein, c'est qu'un projet immobilier, il commence quand ceux à qui il est destiné s'installent. Voilà, ça c'est capital. Merci beaucoup pour ce premier éclairage. Pour approfondir un peu peut-être les chiffres que vous avez, quelle est la part, vous auriez la part du flex office ou du coworking, vous l'avez dit? Alors, en 2019, dans notre enquête, si on prend la structure, donc c'est la structure existante, toute taille d'entreprise, on va revenir éventuellement, la part des espaces de coworking, c'est 14%. D'accord. Et très supérieur à ce qu'on avait observé dans l'enquête de 2017. Et on a changé de définition. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en stock aujourd'hui, 66% travaillent dans des bureaux fermés, 33% individuels et 33% collectifs. Avec donc dans les espaces ouverts qui représentent 32%, la majorité, 22%, sont des espaces ouverts de moins de 10 personnes. Donc vous voyez, par contre, ce qui est important, mais on va peut-être pouvoir en discuter, ce n'est pas la question du flex office. Ce qui est important, c'est la multiplication des lieux de travail légitimes des collaborateurs, aussi bien donc dans son immeuble de bureau, on pourra y revenir, et surtout partout, puisque c'est ce qu'on appelle les nomades. Vous avez de plus en plus de gens qui travaillent dans les bureaux, qui travaillent partout, y compris chez eux, dans les métros, dans les salles d'attente d'aviation et des chemins de fer, et principalement dans d'autres bureaux de son employeur, qui est vrai pour les grands groupes. Okay. Et là, on a une segmentation quand l'entreprise est plus petite. Donc voilà, on ne peut plus raisonner, ce qui est important, c'est qu'on ne peut plus raisonner bureau et poste de travail. On ne peut plus raisonner stock, il faut qu'on raisonne flux. Et en fait, derrière la notion de flex office, c'est la rupture historique de l'unité de lieu et de l'unité de temps.
Ouais, c'est ça qui est important. Et alors là, les managers français, ils sont complètement dans les décors. Si je peux me permettre ces propos. Merci beaucoup pour ces éléments qui font émerger quelques points clés déjà sur le rôle du management pour pouvoir s'approprier ces nouveaux espaces et aussi de pouvoir eux aussi leur rôle de gérer cette rupture entre lieu et temps. Avant de creuser un peu plus le sujet, je me retourne vers Monsieur Lauzet pour nous présenter. Donc, vous êtes le fondateur du think tank New Form of Work. Et donc, je vous laisse présenter un petit peu votre entité, mais surtout aussi nous expliquer un peu votre point de vue sur la question du flex office et son rôle sur le management. Oui, merci. Donc, effectivement, on a créé un petit groupe de réflexion il y a 3 ans et demi sur les New Ways of Working, qui donne un horrible acronyme qui est NOAO. Ah oui. Et d'ailleurs, Alain, comme Pierre Boucher, Jenny Delieu, qui parlera tout à l'heure, nous aide dans les réflexions qu'on peut avoir. Le premier des sujets qu'on avait adressé, c'était effectivement les nouveaux espaces de travail et leurs aménagements et leur impact sur l'humain. Le cœur des sujets qu'on veut traiter, c'est l'impact humain des différentes évolutions, qu'elles soient technologiques, que ce soit l'immobilier, le digital to employees, le multisite, etc. Effectivement, pour venir au sujet, Flex Office. Alors, ça fait des années maintenant qu'on parle de ça, presque une dizaine d'années quand même. Il faut savoir de quoi on parle. Posons-nous une première question. Qu'est-ce qui est flex? C'est l'office ou c'est le bonhomme? Ça, c'est quand même la première question à se poser. Est-ce qu'on veut que les gens soient flexibles ou est-ce qu'on veut que les locaux soient flexibles? Si on ne se pose pas cette question, ça ne va pas être facile d'y répondre avec une adhésion partagée. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on entend par là? Alors effectivement, dans votre introduction, vous avez apporté un élément de réponse qui est un des points de vue par lequel on peut aborder le sujet. Effectivement, dans le tertiaire, en région parisienne, à un instant T, lorsqu'on mesure la présence effective des collaborateurs à une position de travail, on a entre 40 et 50% de taux d'occupation. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une épidémie de typhus et que les gens sont à l'hôpital. Ça veut dire qu'ils sont souvent dans des salles de réunion, c'est-à-dire ils ne sont pas bien loin, mais ils ne sont pas à position de travail. Ils sont parfois dans un autre site de l'entreprise, pas forcément très éloigné. Ils peuvent passer de Rueil à Nanterre. Ils sont parfois en télétravail. Ça augmente quand même considérablement. Puis ils sont parfois en déplacement, parfois en vacances. Mais les réunions comptent pour beaucoup. Et alors là, si on se dit, oulala, allez, on va prendre votre chiffre, 40% de taux d'occupation, à 1 000 € chargés taxés du mètre carré, il faut faire quelque chose. Bon, là, on va avoir une réponse qui est une réponse de rationalisation des choix budgétaires au plan immobilier. Si on commence à l'habiller sous des aspects, j'allais presque dire de greenwashing, c'est-à-dire sous des aspects managériaux alors que c'est une approche immobilière, ça ne va pas le faire. Les gens ne sont pas idiots quand même. Donc si votre projet c'est de réduire les mètres carrés parce qu'ils ne sont pas assez occupés, il faut le dire. Bon. Il peut y avoir... Et là, effectivement, le flex office va se traduire par moins de chaises que de bonhommes. Excusez-moi, quand je dis bonhomme, ça inclut, c'est pas cisgenre ce que je dis, c'est bonhomme, femme, voilà, etc. Bon. Mais c'est plus simple de dire comme ça. Donc, j'ai quelqu'un dans l'immobilier qui disait les culs assis. Alors c'est encore moins joli de dire les culs assis, donc je dis bonhomme. Donc si votre projet, ça arrive à faire juste moins de chaises que de bonhomme parce qu'il y a un taux d'occupation qui est celui qu'on a indiqué, bon, c'est un projet. Il y a une autre approche du sujet, et là je préfère qu'on emploie le mot activity-based office, c'est-à-dire une organisation de bureau basée sur l'activité. On va avoir quelque chose de différent. On va se poser la question, des ethnologues ou des observateurs ou des sociologues du travail vont regarder, et puis suivant les réponses des uns et des autres, ils vont vous dire qu'il y a un cadre dans le tertiaire, dans un siège,
il fait 10 choses différentes dans la journée. D'autres vont vous dire 15, d'autres vont vous dire 18. Alors, je prépare une réunion, je fais la réunion, je débriefe de la réunion, j'ai un entretien avec mon N+1, j'ai un entretien avec mon N-1, j'ai une conf call, j'ai des réunions à 8, je travaille sur un tableur Excel, je dis du mal de mon patron à la cafette, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, vous listez ces trucs-là et vous trouvez une liste d'activités et puis vous vous dites comment je vais fournir à mes collaborateurs, aux collaborateurs de l'entreprise, les lieux les mieux appropriés pour chacune de ces activités. Et là, on va avoir quelque chose de très différent qui est on va pouvoir penser ou espérer que le collaborateur lui-même va se mettre en mouvement parce qu'il va choisir le lieu le mieux approprié pour son activité à un moment donné. Et là, on est dans la transposition au bureau de ce qu'on fait spontanément à la maison. Pour la plupart d'entre nous, ceux qui vivent dans les studios ne vont pas se reconnaître dans ce que je dis, mais les autres, oui. Vous avez une cuisine, vous avez une chambre, vous avez un salon. Si vous avez ces 3 éléments-là de votre appartement, c'est rare que vous dormiez dans la cuisine. Parce que vous avez installé un endroit adapté au sommeil, un endroit adapté au repas, un endroit adapté à aller jouer aux cartes ou regarder la télévision. Et c'est assez spontanément que vous allez vous déplacer dans votre appartement. Et si l'activity based office est bien fait, si et seulement si, ben on peut penser que le collaborateur il va bouger pour aller à l'endroit le plus approprié, de la même manière qu'il va manger dans la cuisine et se coucher dans son lit. C'est pas gagné. Le dernier point, c'est quand même la relation de l'individu, de l'être humain à son lieu de travail et donc à l'entreprise. Moi, je suis convaincu, d'une part, qu'il y a des mouvements qui sont incontournables. Ils peuvent être lents, ils peuvent être avec des allers-retours, mais ils sont incontournables. Il y a un mouvement qui est incontournable, selon moi, aujourd'hui, qui est la convergence d'appétence des directions des entreprises à davantage de rapidité, avec l'appétence des collaborateurs à une utilisation massive des outils digitaux au travail de la même manière que ce qu'ils ont à la maison. On est dans un truc qui a considérablement évolué. Il y a 20 ans, ou un peu plus, on avait au travail des outils digitaux très en avance sur ce qu'on a à la maison. Aujourd'hui, la plupart du temps, c'est l'inverse. Pour des raisons de sécurité, telle ou telle entreprise va vous brider Skype, va vous brider l'accès à Facebook, ou voire à Google. Etc. Et puis, alors que chez vous, vous utilisez des tas de trucs beaucoup plus facilement. Et puis, voilà, c'est pas qu'une question générationnelle, c'est une question de comportement de consommateur, d'usage citoyen. Bon, la manière dont j'utilise les outils digitaux dans ma vie privée, je ne veux pas qu'elle soit en deçà dans ma vie professionnelle. Et à partir du moment où j'utilise les outils digitaux de manière massive, j'ai plus vraiment besoin de bouger. Dernier point, je vous promets, j'arrête. La relation au lieu. Quand on est dans une organisation traditionnelle de l'espace, on dit aux gens, on dit aux collaborateurs, c'est votre résidence secondaire. Même souvent principale, c'est peut-être là qu'un certain nombre de gens passent plus de temps éveillés au bureau qu'ils n'en passent chez eux. Donc c'est votre résidence principale ou secondaire. Alors qu'elle soit organisée en bureau à la française, fermé, ou en cubicule américain, où vous avez un apparent open space, mais qui n'est que apparent puisqu'il y a des cloisons de mi-hauteur qui vous sont individuellement attribuées. Et puis là, vous pouvez mettre la photo de votre chien, de votre conjoint, du poisson que vous avez pêché, etc. Vous êtes chez vous. À partir du moment où on dit aux gens, vous ne mettez plus la photo du chien parce que l'endroit ne vous est plus attribué à vous individuellement, on leur dit, vous n'êtes plus chez vous. Bon. Mais vous leur dites. Après, vous ne plaignez pas avec des trucs, ils adhèrent moins qu'avant. Ah bah oui, enfin, on ne peut pas dire, chérie, je fais une pause, je pars en week-end, et puis pensez que l'autre, il ne va pas faire la gueule quand vous rentrez. Je veux dire, bon, donc les relations sont biunivoques dans la vie. Si vous dites aux gens au travail, vous n'êtes plus chez vous, ben, ils l'entendent. Donc ça, c'est un sujet à traiter qui n'a rien à voir avec de l'immobilier. Pour ça que pour moi, le flex office, ce n'est pas un sujet. Le sujet, c'est moi, patron d'entreprise, dirigeant d'entité, responsable, j'ai envie de quoi comme forme d'organisation du travail pour les collaborateurs que je manage.
Et le flex est une des réponses possibles. Oh, le micro. Merci pour ces mots. Je vous redonne la parole. Oui, voilà, allez-y, vous continuez. Je vous laisse rebondir sur ce que... On continue, donc on revient. Le bureau, l'espace de travail, c'est un outil pour les bureaucrates. Les autres, en usine, vous avez vos outils. Pour les gens qui sont en bureau, le bureau, c'est un outil. Si vous voulez qu'un outil marche, comme l'a dit Dominique, il faut qu'il tienne compte des usagers et des usages. Donc si vous voulez un outil qui marche, il faut qu'il soit anthropocentré. Alors que vous êtes tous en train de discuter technique, intelligence artificielle, et vous oubliez que ce qui est principal, c'est les gens. Or, les gens, ils ont une capacité de résistance quand ils ne veulent pas, qui est très supérieure à toutes les capacités managériales. Donc, si vous voulez être contre-productif par rapport à tous vos beaux projets, vous faites des projets qui ne conviennent pas aux collaborateurs. Donc, c'est pour ça qu'on revient. Et qu'est-ce que disent les collaborateurs? Alors, il faut revenir, c'est que votre problème, à vous, tel qu'il est évoqué là, c'est les grandes entreprises de la région parisienne. Or, la majorité des gens qui travaillent dans des bureaux travaillent dans des entreprises de moins de 50. Les moins de 10 sont plus nombreux que les plus de 250. Et ils travaillent en province et pas dans l'Île-de-France. Donc, vous êtes sur un sous-problème qui sont effectivement probablement les clients principaux de Vinci, mais qui ne sont pas les problèmes principaux de l'organisation productive française. Alors ensuite, si ça vous intéresse, j'ai quand même d'autres chiffres venant de l'enquête d'Actineo. Alors je peux vous les donner, qui est, et ça vous allez voir la relation avec un peu l'effet repoussoir des open space mal faits. Qu'est-ce qui vous perturbe le plus dans votre travail? Les nuisances sonores dues aux personnes et pas aux équipements techniques. Les problèmes de température et de climatisation, on voit que les constructeurs n'ont pas fait de progrès. Les problèmes liés à la circulation des personnes et les problèmes de place pour le rangement. Et d'autre part, on leur dit, mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous, pour votre travail? Il répond, l'intérêt qu'a mon travail arrive en premier. Arrive en second, la localisation géographique, qui renvoie au problème des transports. Arrive en troisième, concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Arrive en quatrième, la qualité de vie au travail. Et en cinquième, la rémunération, qui arrive plus bas. Vous voyez, et donc, dans la qualité de vie au travail, qu'est-ce qui est le plus important? C'est la relation avec les collègues. Avec 78% pour réponse premier et deuxième rang. Ensuite, ça plonge, et c'est les espaces dont je dispose pour mon travail, 48%, et la qualité de l'aménagement de mes bureaux, 30%. Donc, vous voyez, si on lit ce qui sont les réponses, on voit que c'est bien le problème de la construction sociale qui est principal. C'est bien le problème du relationnel qu'évoquait Dominique. Et donc, à ce moment-là, la question, c'est quelle est la liberté dont les uns et les autres disposent pour s'organiser. Et là, ce qui est absolument passionnant pour nous, quand on pose la question, pour vous, pour augmenter votre bien-être et votre efficacité au travail, puisque maintenant, il faut qu'il y ait de la QVT partout, la qualité de vie au travail partout. La réponse, c'est pouvoir choisir plus librement l'aménagement de mon temps de travail hebdomadaire, 32%. Ensuite, pouvoir choisir plus librement mon lieu de travail selon mes besoins, 25%. Et pouvoir choisir plus librement l'aménagement de mon temps de travail dans le mois, 22%. Et donc, on revient au problème de l'aménagement lieu-temps et celui de la liberté de pouvoir, la liberté pour le collaborateur, de pouvoir agencer à sa préférence l'organisation lieu-temps. Et là, vous tombez sur un des premiers problèmes du management. C'est à partir du moment où chaque collaborateur a envie d'aménager convenablement son rapport lieu-temps, comment ils feront fonctionner ce qui est de plus en plus du fonctionnement en équipe. Donc il va avoir d'une part à gérer, dans ce qui est des open space, à gérer les rapports des gens, ils bougent, ils font du bruit, et les Français vous disent « mais moi si ça me plaît, je le fais ».
alors que ce n'est pas vrai pour d'autres pays comme l'Angleterre, la Suède, et ainsi de suite. Donc il va falloir à gérer en quelque sorte le fait qu'il y a un rapport individuel-collectif en France qui reste assez particulier. Ça, c'est dans la partie open space. Il va avoir à gérer de plus en plus, les collaborateurs demandent à être autonomes puisqu'on leur demande d'être responsables. Donc ils disent, moi je veux être autonome aussi dans la gestion de mon temps. Mais du coup, comment ils agencent l'individuel et le collectif? Et ça, c'est pas évident. Et comme en plus leurs collaborateurs du coup se baladent partout, et qu'on a une grande tradition de contrôle des collaborateurs par les moyens et pas par les résultats, et que vous avez une grande tradition d'absence de confiance au sein du fonctionnement collectif, vous êtes obligé de vous déplacer le mode de gestion dominant qui est le contrôle par les moyens. Vous êtes obligé de passer à un mode de gestion qui est le contrôle par les résultats et le contrôle par la confiance. Et donc là, de nouveau, vous déstabilisez complètement la construction sociétale française. Et donc la rupture, si vous voulez, elle est là. C'est-à-dire que vous poussez en fait des nouvelles formes d'aménagement du travail et vous venez rencontrer une construction sociétale française qui, en comparaison internationale, est celle qui est la plus opposée à ce mouvement. Alors après, vous allez en Californie, les uns et les autres, vous allez voir, vous allez partir dans le monde, ou en Suède, ou beaucoup en Hollande, et vous revenez en disant c'est formidable, on va vous faire la même chose, sauf que vous avez oublié que le Gaulois, ce n'est pas les mêmes que les autres. Y compris les jeunes. Hein. On va pouvoir revenir à vos générations, les milléniums, c'est ça, les Y en attendant les Z qui vous arrivent, et il faut aller les regarder de près. Donc voilà, moi je plaide très très fortement pour que vous mettiez en premier, on va pouvoir discuter de la techno si vous voulez, parce qu'un autre problème qui est majeur aujourd'hui, c'est l'articulation, enfin, il commence, c'est l'articulation du monde réel et du monde virtuel. C'est-à-dire que le monde virtuel est en train de monter en puissance. Par contre, comme les gens sont anthropocentrés, ils sont aussi dans le monde réel. Et donc, un des grands problèmes du management aujourd'hui, c'est d'articuler, un problème de plus en plus fort, c'est d'articuler le monde réel et le monde virtuel, d'articuler le temps et les temps qui sont les temps où les gens sont seuls et les temps où les gens sont en groupe. Et là, vous retrouvez justement comment vous êtes obligé de faire attention à l'anthropologie, vous êtes obligé de faire attention à la sociologie, à la psychologie cognitive et ainsi de suite. Parce que les savoirs sont fractionnés, alors que les problèmes que vous avez ne sont pas fractionnés. Moi, je dis, attention, quand vous aménagez un espace, vous n'oubliez pas qu'en anthropologie, la relation à l'espace représente les 5 sens. Le même lieu qui est ici, perçu par l'œil, perçu par le bruit, n'est pas le même lieu. Et donc, quand vous mettez quelqu'un dans un lieu, si vous le privilégiez simplement la vue sans tenir compte de l'ouïe, vous pouvez vous planter complètement. Sans oublier le kinésique qui est tout à fait passionnant ou l'odeur qui est également passionnant quand vous interviewez les gens dans les open space. Okay. Pour toujours mon plaisir, les nouveaux parfums de femmes sont des parfums extrêmement agressifs qui sont devenus insupportables pour d'autres femmes et alors pour les hommes, n'en parlons pas. Et oui, mais ça vaut pour habit rouge pour les hommes aussi. Oui, par contre, si vous interrogez les femmes, elles disent d'un certain temps qu'il serait bien que les hommes se lavent un peu. Mais ça, c'est indicible. Il faut vraiment avoir des interviews non publiées pour pouvoir aller jusqu'à ça. Qui est pourquoi vous avez des bons open space bien faits avec des bons managers dans lesquels ça ne marche absolument pas. Pour des raisons qui ne sont pas dissibles. Je pousse un peu loin exprès, mais c'est vrai. Prenez vos propres expériences. Avant de prendre des questions dans la salle, est-ce que vous avez quelques mots pour... Vous souhaitez réagir sur quelques points ou... Non, moi je suis complètement en ligne avec ce que vient de dire Alain. Je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais je voudrais juste pointer quelque chose. C'est que pour moi, le flex office ne peut être que la résultante de... Enfin, si on veut que ce soit quelque chose qui réussisse, ça ne doit être que la résultante d'un projet managérial et pas l'inverse.
Est-ce que le flex office a un impact sur le management? Oui, évidemment, puisque ça devient du management à distance. Donc il faut, dans un environnement de flex office, que les gens, que les managers sachent manager à distance. Mais le sujet ne devrait pas être là. Le sujet, il devrait être comment j'organise l'entreprise et quels sont les meilleurs outils que je mets à disposition des managers pour que ça fonctionne. Parmi ceux-ci, il y a les outils numériques, il y a l'aménagement des locaux, il y a le management par la confiance, etc., etc. Et moi, je voudrais juste mettre en garde contre des idées reçues, parce que c'est souvent des modes et c'est appuyé sur pas grand-chose. Tout le monde veut de l'autonomie. Non. Beaucoup de gens veulent de l'autonomie, oui. Mais il y en a qui n'en veulent pas. Et ça peut être des gens très performants. Tout le monde veut plus de responsabilités. Non. Beaucoup de gens veulent plus de responsabilités, mais pas tous, c'est pas vrai. Les gens plébiscitent le télétravail. Non. Beaucoup de gens plébiscitent le télétravail. Il y en a qui détestent que le travail rentre chez eux. Sans parler de ceux qui vivent dans un studio, qui n'ont pas de lien social, etc. Bon. Donc il faut faire très très attention, à ces sujets-là pour ne pas inverser les facteurs. Si on inverse les facteurs, on va à la mort. Hein. Et la principale question, pour moi managériale, elle est dans le tertiaire, en région parisienne, dans les grandes entreprises, pour revenir à ce que disait à tout à fait juste titre Alain, c'est la révolution principale pour moi, c'est le management par projet. C'est-à-dire des organisations temporaires, à multi-compétences, dans lesquelles le manager est un des pairs qui a été choisi pour diriger le projet. C'est-à-dire que dans l'ancien temps, qui existe encore maintenant, le chef du juriste, c'est un juriste. Dans le temps du management par projet, le chef du juriste peut être un informaticien. Et ça c'est ça qui change tout. C'est-à-dire que moi, juriste, quand j'ai écrit mon projet de bail, je vais voir mon chef juriste, je lui dis « T'as vu comme il est beau mon projet de bail ?» Et là, mon chef dit « Oui, c'est vrai, c'est bien. » Et maintenant, dans le mode projet, je vais voir mon chef informaticien et je lui dis « T'as vu le beau projet de bail que j'ai fait ?» Et mon chef répond « J'y connais rien. » J'espère bien qu'il est bien ton projet de bail. Parce que c'est toi qui es responsable. Toi, le juriste de base, parce que moi, j'y connais rien. Et là, on est dans autre chose que du blabla sur tout le monde veut être responsable. On est face à la responsabilité et l'autonomie. Je ne peux plus demander un coup de main à mon patron parce qu'il n'est pas compétent dans mon domaine d'expertise. Je ne peux pas lui demander de valider pour la même raison. Je suis autonome et responsable. Et ça, je peux vous dire qu'il y a au moins 20% des gens qui ne veulent pas de ça. Au moins 20% des gens qui ne veulent pas de ça. Pas forcément les moins bons, hein, du tout. Et donc, le flex office, il est lié à ces organisations-là. Parce que, effectivement, si vous avez un projet qui dure 6 mois, un projet qui dure 18 mois, vous n'allez pas caser les cloisons. C'est tout ce que bouger une cloison, pour une raison qui reste mystérieuse pour moi, ça coûte 3 000 €. Bon, mais ça coûte 3 000 € de bouger une cloison. Si vous changez les organisations très régulièrement, vous n'allez pas dépenser ça. Donc, vous allez faire du flex office. Mais les questions principales ne sont pas là. La question principale, c'est votre juriste et son patron informaticien. Réfléchissez à ça. Y a-t-il des questions dans la salle? Donc on va, peut-être s'il y en a plusieurs, on va toutes les prendre et on va y répondre d'une pierre deux coups avant de passer la deuxième table ronde. Oui. Sinon on continue. Oui, bonjour, Yves Douchet du MES Île-de-France. Je suis justement directeur de projet, enfin chef de projet. Une question qui s'adresse peut-être plutôt aux chercheurs, enfin je ne sais pas, tout le monde peut répondre. Est-ce que vous avez des interfaces et des liens avec le monde de l'éducation? Parce que quand on y réfléchit, en France, maternelle, on travaille peut-être tous un petit peu en groupe. Après, il y a un gros break et jusqu'à les 3 dernières années des études supérieures, du moins pour les études techniques et même aussi d'ailleurs en école de commerce. Enfin, entre ces deux périodes-là, le travail il est hyper individuel. Donc, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges dans notre système d'organisation, ni de lieu d'ailleurs, ni de relations entre les gens, quoi. Sur le mode projet, ça n'a pas de sens.
voyez ce que je veux dire? On va à l'école, on s'assied, on écoute, on rentre chez soi, on travaille, on revient. Peut-être qu'aux États-Unis, ils ont plus l'habitude d'aller travailler à l'extérieur, dans un parc, de s'asseoir, de faire... En France, on ne fait pas ça. Enfin, du moins, de mon temps, on ne le faisait pas. Et du coup, par rapport à tout ce qui vient d'être évoqué, je me demandais s'il y avait, en termes de recherche, des liens et des passerelles qui existaient pour pouvoir échanger sur comment on peut préparer les gens pour qu'ils ne souffrent pas plus tard de ça. Pour vous répondre très simplement, vous avez une évolution très nette entre les écoles et les universités. Les écoles au sens français du terme de grande école évoluent beaucoup vers justement quelque chose qui se rapproche de ça, puisqu'ils ont leur promo et ils ont fait beaucoup d'investissements dans les nouveaux locaux et ils font beaucoup une évolution dans la pédagogie, si vous voulez, la façon d'apprendre qui va vers plus de projets et ainsi de suite. Pourquoi ils font ça? Parce que justement, dans les discussions qu'on a entre autres avec eux sur les nouvelles compétences demandées par les employeurs, en raison de l'évolution paradigmatique, dans les nouvelles compétences, on rejoint ce que disait Dominique, on est de plus en plus dans des systèmes qui sont multidisciplinaires ou interdisciplinaires, non pas au sens académique des termes, mais au sens des métiers. Et donc, on essaye d'apprendre aux plus jeunes à évoluer sur ce mode-là. Ceci dit, ils arrivent dans les écoles, après avoir été formatés, pendant tout le scolaire jusqu'au bac, et encore mieux jusqu'au prépa. Donc là, on a un vrai problème de nouveau d'alignement de planète, qui est comment, et là on revient au problème de base, vous m'excusez mais j'en profite, hein, on revient au problème de base qui est comment on aligne des projets d'entreprise, et ce qui commande en premier c'est quelle entreprise vous voulez être, c'est-à-dire c'est une question de COMEX ou de COMDIR, hein. Vous voulez être quoi? Si vous savez ce que vous voulez, à ce moment-là on va commencer à discuter de quel va être votre projet immobilier au sens large. C'est-à-dire, vous voulez travailler avec quel système? Vous voulez travailler avec quel modèle de business? Et de plus en plus, c'est un problème d'entreprise. Hein. Quel est votre business model? Vous voulez faire de l'argent avec quoi? Vous vous situez dans quel secteur? Si vous êtes dans un secteur d'un certain type, ce n'est pas la même chose que dans un autre. Donc, vous n'avez pas n'importe quel... Vous avez quel modèle de gestion? Vous faites du court terme, du moyen terme, du long terme, ce n'est pas la même chose, parce que le rapport entre la façon dont vous allez utiliser la valeur ajoutée ne va pas être le même. Ensuite, vous allez travailler avec quel mode d'organisation pour organiser vos collaborateurs et vos lignes hiérarchiques. Et là, on revient à cette fameuse construction française, qui est à la fois sa construction des élites, mais des élites de l'organisation productive. Qu'est-ce que vous faites avec vos cadres supérieurs, vos cadres moyens supérieurs, sachant que ceux qui aujourd'hui encaissent le maximum dans les contradictions des projets mal faits, c'est les managers de premier niveau. Et ce sont dans les managers de premier niveau qu'on voit le plus la part la plus élevée de stress au travail, de mal-être au travail et d'une certaine manière de burn-out. Parce que, en fait, le burn-out, il apparaît à des endroits très précis. C'est que vous donnez à la ligne hiérarchique des injonctions contradictoires, c'est-à-dire des injonctions telles qu'ils ne savent pas résoudre le problème s'ils sont sérieux. Et donc, ce sont, d'une certaine manière, les plus sérieux, ceux qui veulent résoudre des problèmes qui sont insolubles, qui, en fait, sont dans les situations les plus difficiles. Et là, c'est pour ça que je veux attirer l'attention sur les effets pervers des bonnes intentions. Vous avez, si vous connaissez l'école de Palo Alto, qui reste quand même l'école de référence en la matière, hein, qui sont quand même des gens qui viennent de la psychanalyse, ils ont analysé les effets pervers des bonnes intentions managériales. Or, on est en plein aujourd'hui, puisqu'on est sur des problématiques de mal-être au travail. Ce qui est intéressant, c'est les grandes entreprises, ça c'est les résultats des enquêtes, les plus de 1000, les répondants qui sont les moins satisfaits,
sont les répondants des entreprises de plus de 1000. C'est elles qui disent qu'elles font le plus d'efforts en matière de RH. C'est parce qu'elles n'ont pas compris la logique systémique. Ce n'est pas un problème de RH pur, c'est un problème de les dirigeants des grands groupes, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leurs collaborateurs qu'ils ne connaissent pas. La supériorité des petites et moyennes entreprises, c'est que les dirigeants connaissent leurs collaborateurs. Vous voyez ? Voilà, moi j'essaye de faire comprendre ça, parce qu'on me demande de temps en temps d'intervenir auprès de dirigeants de grands groupes. J'essaye de dire aux COMEX et aux COMDIR, le problème c'est celui-là. Tenez compte de ce que sont vos collaborateurs. C'est pas vrai qu'ils font de la résistance au changement. C'est pas vrai. C'est vrai que pour certains c'est plus difficile que pour d'autres. Mais le vrai problème, c'est d'arriver à aligner les planètes. Vous avez peut-être, on va reparler des technologies, de l'intelligence artificielle et des choses comme ça. Et tout le monde est obsédé par ça, sauf que c'est un outil. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, bonjour, Xavier Baron, coordinateur CRDIA. Je voulais rebondir, mais Alain a déjà répondu pour partie. Comment comprenez-vous tous les deux alors que, alors il n'y a pas le feu au lac, hein, puisque le stock a cette vocation de durée, hein, donc, mais comment expliquez-vous alors que cette unanimité dans l'effet de mode du côté des grandes entreprises qui consiste à aller vers systématiquement du flex, blanc, évidemment en open space, alors que depuis quelques années, et là je rends grâce aussi aux travaux menés avec Actineo, on a quelques éléments qui permettent de constater que ça ne correspond pas ni à la demande, ni nécessairement à toutes les configurations du travail. Comment est-ce que vous le comprenez? C'est de la paresse intellectuelle du côté des directeurs immobiliers? C'est le poids hypertrophié du pouvoir des directions financières qui ne comprennent qu'une solution? Où mettez-vous la barre? Et du coup, qui peut travailler à infléchir, à enrichir? Je ne dis pas renverser la vapeur, hein. Il y aura du flex demain, ça ne me choque pas, mais infléchir et enrichir les raisonnements d'entreprise. Alors, bon, d'abord, je suis pas sûr que ce soit si unanime, hein, l'avancée vers le flex. Mais enfin, c'est quand même un effet de mode, c'est incontestable. Et moi, je crois qu'il y a un point qui est le multisite. Alors moi, je ne crois pas à la fin du bureau au sens office, je ne crois pas à la fin des sièges, pas plus que je croyais à la fin du travail de Rifkin. Bon. Mais il y a quand même un phénomène qui se passe dans les grandes agglomérations, hein, toujours, qui est le télétravail, l'utilisation de tiers-lieux, qu'ils soient espaces de coworking ou pas. Et donc on a quand même quelque chose d'assez massif qui est que le travailleur du tertiaire d'une grande entreprise, il travaille à plusieurs endroits. Son siège principal, souvent dans une autre entité du même groupe où il travaille, en partie en télétravail et parfois dans des tiers-lieux. Donc 4 endroits, sans parler de ces déplacements pour ceux qui ont des déplacements. Et ceci amène à tenir compte de cette situation de fait dans l'organisation des espaces et dans la dotation des collaborateurs en outils numériques. Après, il y a un effet boule de neige. Si j'ai des outils nomades, si j'ai un téléphone portable, un smartphone, plus un ordinateur portable, pourquoi donc j'irai au bureau quand j'ai pas de raison d'y aller? Il faut être pervers pour m'obliger à faire 1h30 de transport pour aller au bureau si j'en ai pas besoin. Donc il y a un effet boule de neige de ce truc-là. Parce que ce qui est quand même assez curieux, c'est de remarquer que lorsqu'on met en place des organisations de l'espace en flex office, on constate auparavant qu'il y a 50% d'occupation des positions de travail à un instant T. On fait du flex office avec 8 chaises pour 10 bonhommes. Et un an après, on s'aperçoit qu'il y a à nouveau 60% de l'espace qui est occupé et qu'il y a encore des chaises vides. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc il y a un morceau de rationalité. Le deuxième aspect, moi j'appellerais ça la lâcheté managériale. Hein? Alors c'est peut-être cru, mais il y a une illusion qu'on a abordée un peu tout à l'heure. C'est l'illusion de croire que le flex office va faire changer les modes de travail des collaborateurs. On se dit, mes collaborateurs dans mon entreprise, ils travaillent en silo.
Moi, ça ne me plaît pas de travailler en silo, j'aimerais bien que ça brasse, quoi, que ça brainstorm, que les gens se parlent plus. Et puis, comme je suis quand même pas très à l'aise pour leur dire ça, que on va faire des organisations transitoires, que le chef réel n'est pas le chef formel, etc., j'ai l'idée du siècle. Je vais asseoir le comptable à côté du marketeur et je pense qu'ils vont bosser ensemble. C'est évidemment une folie totale, hein, j'en parlais tout à l'heure. Moi, je prends le métro tous les jours, au moins 2 fois par jour, souvent 4 fois par jour. J'ai jamais invité en week-end un type qui est assis à côté de moi dans le métro, jamais. Et pourtant, là, qu'est-ce que ça brasse dans le métro? On s'assoit à côté de gens formidables. Mais le marketeur, il ne parlera pas plus au comptable que moi, je parle aux mecs dans le métro, s'ils ne sont pas contraints par des modes d'organisation. Donc il y a une espèce de lâcheté, je veux changer mes organisations, je veux changer mon mode de fonctionnement, j'ose pas se dire ou je sais pas comment le faire, donc je vais faire du flex office, puis j'inverse la chaîne, la chaîne rationnelle et je mets la conséquence comme cause. Ben, ça marche pas. Mais pourtant, je dis, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que les gens se parlent, hein, qu'ils travaillent ensemble, j'ai fait du flex. Ils peuvent aller n'importe où, ils peuvent se parler, mais ça ne fonctionne pas. Et en plus, ça aboutit à un mécontentement généralisé, forcément. On a fait quand même des progrès dans la compréhension de tout ça. Donc, le point central, c'est qu'on a actuellement, historiquement, une rupture paradigmatique de l'organisation productive, qui est une rupture de l'ordre séculaire. Bon. Et donc, on voit bien que dans l'organisation paradigme actuelle qui reste de la logique de production de la valeur, en majorité pour l'apport de capital. On a 2 zones de développement majeures, qui sont l'innovation, puisque l'innovation est destinée à créer des situations de domination, de monopole transitoire, de façon à capter la valeur. Et l'autre, c'est la liquidité. C'est-à-dire que dans la chaîne de domination productive, l'immobilisation va à celui qui est le plus faible. Donc, quand on suit ça, on comprend la logique. La logique de l'innovation, ça revient donc à ce qu'on a dit tout à l'heure. L'innovation, c'est des rencontres entre gens différents et l'innovation est d'autant plus disruptive qu'elle est improbable. Donc du coup, on va dire, pour pouvoir être innovant, je vais mettre ensemble des gens qui ne sont pas ensemble. Là, on retombe sur ce que dit Dominique, qui est la logique de projet, de l'organisation de projet, sauf que on sait bien que quand des gens ne veulent pas travailler ensemble, vous pouvez les mettre en proximité de travail, ils ne travailleront pas ensemble. Donc, il y a une erreur de nouveau de la cause et de l'effet. Et en plus de ça, effectivement, arrivent sur le marché du travail des nouvelles générations qui sont les générations des post-68 heures. La rupture générationnelle, elle se fait avec la génération de 68. Et les post-68 heures, là on discute en termes de normes sociales, hein. Donc la norme sociale, la norme productive et la norme sociale. La norme sociale est en train de se déplacer de génération en génération, avec entre autres l'arrivée des réseaux sociaux et des choses comme ça. C'est-à-dire que les nouvelles générations ne croient pas à la domination du savoir. Ils vous répondent, moi je vais sur mon smartphone, vous me dites que Henri IV, je ne sais pas quoi, fait quoi, vous me racontez des histoires, moi le smartphone me dit. Donc ils ne croient pas au savoir. Ils ne croient pas au statut, en disant, mais vous êtes des vieux cons, vous m'excusez, vous ne connaissez rien, parce que moi je sais faire plein de choses que vous ne savez pas. Et donc du coup, la relation de domination au sein de l'organisation productive par la hiérarchie des statuts, la hiérarchie des savoirs, une bonne partie n'y croit pas. Alors, on revient à ce qu'évoque Dominique, c'est qu'il faut, les 2 questions qui sont posées, c'est jusqu'où va le déplacement de la norme? La norme, c'est ce qui construit les sociétés, et quelle est la distribution d'écart à la norme? 2 erreurs sont faites, c'est qu'on pense que la norme s'est déplacée beaucoup plus qu'elle s'est réellement déplacée. On ne fait pas attention à la distribution de la norme. Et du coup, on revient à ce qui est, enfin en tout cas pour moi, mais c'est de nouveau, j'ai dit, c'est robuste,
on revient à ce qui est aujourd'hui la base de réussite d'un projet d'organisation, c'est l'alignement des planètes. Vous voulez être quoi, avec qui, comment, avec quel outil technologique, à quelle localisation de vos lieux de travail, la localisation de vos collaborateurs et ainsi de suite. Et donc, en fait, c'est comment vous fabriquez un projet homogène. Voilà. Et vous pouvez faire 1000 projets. Parce que moi, on me demande quel est le bureau de demain. Ou quel est là. C'est une ânerie absolue. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez être demain? Et aujourd'hui, vous êtes en situation d'hyper-choix. Ce qui trouble beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Dominique et Alain pour ces interventions. Je vous propose de les applaudir. Merci beaucoup. Et débat très intéressant qui a permis vraiment de soulever des points clés que je vous propose de continuer donc avec notre prochaine table ronde avec William Bouillet, Pierre Boucher et Laurent Assouli. Nous allons traiter du Flexofix en termes de qualité de bien-être. Le temps, je vous laisse la place. Le temps. Alors déjà, oui, allez-y, installez-vous. Déjà, on va commencer par William Bouillet. Vous êtes donc le responsable de l'agence Île-de-France de Kinarps, spécialiste en mobilier de bureau et des solutions d'aménagement pour les espaces de travail créatifs. Est-ce que je vous laisse quelques minutes pour présenter votre organisation? Merci. Bonjour. Merci. Kinarps, donc c'est une société, c'est un groupe suédois qui fabrique des solutions pour l'aménagement de nos bureaux. Donc pendant longtemps, on disait qu'on fabriquait du mobilier de bureau, tout simplement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne fait pas que du mobilier, mais on fait toutes les solutions qui vont aménager tous ces nouveaux espaces. Donc je suis dans cette société depuis 15 ans. Depuis 15 ans, on parle de ces nouvelles solutions et de ces nouveaux concepts, en fait. Sur le salon à Stockholm, en février dernier, Kinarps a sorti 30 produits, une évolution d'un poste de travail sur de l'assis debout, parce que la Suède reste leader sur ce sujet, une petite évolution sur un siège de travail, et par contre, 28 concepts d'échange pour illustrer tout ce qu'on vient de vous présenter juste avant. C'est-à-dire, voilà, de quoi on a besoin, quelles sont les activités de nos salariés, et donc en fonction de ça, on doit sortir les produits qui vont être en phase avec ces différentes activités, en fait. Kinarps, c'est 6 marques. Dans ces 6 marques, je vais en citer une. Il y en a une qui... alors, la marque de base, c'est la marque Kinarps, mais il y en a une qui est très intéressante, pareil, que je regarde de près depuis une quinzaine d'années, c'est la marque Materia. Materia est une marque suédoise, c'est une marque dans laquelle on ne trouve pas de bureau, justement. C'est une marque qui réfléchit à toutes ces nouvelles méthodes de travail et qui va concevoir des nouveaux concepts, voilà, des nouveaux produits en phase avec ce que les salariés demandent dans leurs nouvelles activités, en fait. Tout ce qu'on a entendu juste avant aussi, ce que je voulais rajouter un truc, c'est que aujourd'hui, ça touche tout le monde. On a entendu qu'on parlait de Paris, mais Kinarps, c'est 8 agences en France. Donc, on sort d'un kick-off la semaine dernière avec l'ensemble des équipes. On a une centaine de salariés en France. Et les retours aujourd'hui sur ces nouvelles méthodes, sur ce que demandent les grandes entreprises, mais pas que, sont les mêmes à travers toute la France. C'est-à-dire que oui, il y a Paris, il y a le prix du mètre carré, il y a les grands groupes, il y a les sièges sociaux. Mais on constate, on a ouvert une agence il y a 2 ans à Bordeaux, qu'à Bordeaux, les demandes sont les mêmes, qu'à Marseille, les demandes sont les mêmes, et que quand on va sur nos agences en Bretagne, les demandes sont exactement les mêmes aussi, quoi. Alors, il y a les grands groupes qui vont souffler ce qui se passe à Paris un petit peu partout, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre chiffre d'affaires, c'est 50% privé, 50% public. Le public n'est pas à la traîne sur le sujet. Souvent, je l'entends, je dis « ouais, mais ça, c'est un truc de grande boîte privée ». Non, on a accompagné le groupe La Poste, qui travaille sur ces sujets-là, sur certains métiers. Mais ça touche aussi, on en parlait tout à l'heure, j'ai accompagné une toute petite société très sympathique avec un patron qui voulait de la modernité, qui voulait du changement. C'est Doudou et compagnie dans le Val d'Oise, par exemple. Une société en plein boom et qui était à l'écoute, qui voulait savoir comment on allait faire travailler ses salariés demain.
Donc voilà, ces nouvelles méthodes et ces produits et cet accompagnement qu'on peut faire sur ces sociétés, ça touche vraiment tout le monde, public, privé et toute taille de société en fait. D'accord. Merci beaucoup pour cette introduction. Je passe la parole à Pierre Boucher. Vous êtes cofondateur du Génie des lieux, donc une agence de conseil en organisation par l'espace. Même question, pouvez-vous nous présenter un peu votre Merci. organisation ? Donc Pierre Boucher, en effet, Génie des lieux, c'est une aventure humaine et professionnelle avec une ambition et une conviction partagée par ses 100 collaborateurs autour de l'idée que l'espace est une ressource au service d'une stratégie d'entreprise, au service des pratiques managériales, au service des occupants dans l'objectif d'améliorer les conditions du travail en termes de performance et de travail en termes de bien-être. C'est 25% de nos salariés sont ou seront associés d'ici la fin de l'année. Donc c'est avant tout une aventure humaine et on accompagne donc des entreprises depuis 23 ans dans leurs projets à la fois de transfert, de déménagement, de transformation, aussi bien au niveau stratégie pour mettre en place et définir des politiques immobilières au service d'une stratégie, comme on disait tout à l'heure, c'est avant tout au service d'une stratégie d'entreprise, d'adapter les pratiques managériales en fonction des enjeux de stratégie, des enjeux de management que la direction générale souhaite mettre en place en fonction des nouveaux modes de travail, de définir bien sûr pour des projets en termes de design, d'architecture, de mettre en place ces services au niveau des occupants, parce que l'enjeu de l'espace est de plus en plus serviciel. Et puis on a une activité de recherche également importante avec Ginulab en lien avec le CRDIA pour promouvoir, comprendre les pratiques sur les environnements de travail et ce nouveau enjeu serviciel. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, une première question à tous les deux. Vous le disiez, vous avez des demandes récurrentes partout en France. Justement, quels sont en fait pour vous deux les types de demandes que vous avez le plus? Qu'est-ce que vos clients vont principalement aller rechercher en vous contactant? Dans le cadre de réaménagement, de déménagement, ce que demandent nos clients, c'est d'être à jour, d'être à la pointe, d'être moderne. C'est du confort, c'est du bien-être pour les salariés. Donc là-dessus, moi je rebondis toujours sur un point qui me semble important, c'est l'ergonomie. L'ergonomie dans tous ces nouveaux lieux, parce que pendant des années, quand on était tous derrière nos bureaux, on parlait d'ergonomie, on avait les CHSCT, on avait les ergonomes qui étaient très présents, et ils avaient bien raison. Et puis, donc on travaillait essentiellement le poste de travail, on parlait d'assis debout éventuellement, ou de poste simplement réglable en hauteur, et puis on parlait surtout du siège de travail. Et aujourd'hui, sur l'ergonomie, c'est un mot qu'on a tendance à un peu oublier dans ces nouveaux aménagements. C'est-à-dire qu'on va plutôt parler d'image, on veut que ça soit beau, on veut que ça soit instagrammable. Ça, c'est le mot que j'arrête pas d'entendre depuis quelques mois. Il faut que ça fasse bien sur les photos. Il faut que quand on a réaménagé sa société sur LinkedIn, il faut que ça soit chouette, quoi. Il faut qu'il y ait plein de couleurs. Il faut que ça fasse parler, que ça soit moderne. Donc, ce que les clients nous revendiquent. Juste derrière, j'ai envie de dire, c'est quand on fait un point 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, des fois, il y a des lieux où ça marche pas. Et puis, le problème, c'est que c'est le flex, c'est l'aménagement qu'on a mis en place qui morfle, parce qu'on dit, vous aviez tout faux, et puis on vous l'avait dit, ça marche pas, etc. Et très souvent, c'est parce que ce qui touche à l'ergonomie a été mal travaillé aussi. Alors l'ergonomie, moi je ne suis pas dans la partie bâtiment, mais ça va être justement l'acoustique, la lumière, ça va être tous ces points-là. Et en ce qui me concerne, ça va être d'être bien installé, quoi. Donc de peut-être pas mettre des estrades partout, mais peut-être de remettre un peu de confort, des dossiers, de l'assise, des tissus, de faire attention aux hauteurs. Moi je vois des clients qui font des tables de réunion de 12, 15, 20 places sur du manche debout. À un moment donné, il faut que tout le monde soit bien installé. Et donc dans ces lieux, l'histoire de l'ergonomie dans ces nouveaux lieux, c'est vraiment super important. Donc ça, on essaye de le rappeler à nos différents clients quand ils vont travailler sur un nouveau projet. Donc l'ergonomie dans les aménagements, en fait. Merci. Oui, je partage 200% tout ce qui a été dit sur la première table ronde. Donc, j'ai pas grand-chose à rajouter, donc je vais peut-être souligner quelques points. En effet, le flex office, c'est avant tout l'expression d'une tendance lourde qui traduit finalement des transformations majeures, on l'a bien dit, à la fois numérique, sociale, organisationnelle et numérique. Mais le flex, finalement, c'est une réponse partielle à tous ces enjeux de transformation.
Nous, on préfère utiliser le terme bureau libre. Le terme liberté a bien été utilisé, et donc c'est complètement en phase avec cette logique-là de dire, voilà, le collaborateur autonome aujourd'hui, il y a le travail réel, le travail prescrit, et donc même chose, il faut que de plus en plus l'espace ne soit pas que prescrit, mais l'espace réel, donc donner la liberté finalement au collaborateur d'utiliser l'espace, le lieu, les fonctionnalités, là où il en a besoin à l'instant donné, dans un souci d'optimisation des contraintes de déplacement inutiles. Voilà, donc le bureau libre, c'est le bureau à l'échelle du territoire qui intègre à la fois le télétravail domicile, qui est une très bonne solution, mais pas seulement, le tiers-lieu en alternative au télétravail, et puis les bureaux de l'entreprise. Voilà, alors le chiffre de 50% d'autoccupation, en effet, de non-occupation des bureaux, en effet, c'est partagé. Moi, ce que j'aimerais faire comme enquête, c'est de mesurer ce taux selon les stratégies immobilières des entreprises, à savoir, est-ce que le taux est identique si on est dans Paris, si on est en périphérie proche ou en périphérie lointaine, si l'entreprise a un seul bâtiment centralisé sur Paris ou a déjà une organisation un petit peu en satellite. Je crois que c'est aussi une conséquence, le flex office, d'avoir fait des bâtiments toujours plus importants, plus gros, plus importants, voilà, qui obligent quand même davantage à des déplacements. Et il y a aussi, on constate une stratégie finalement de non-déplacement dans un immeuble de bureau quand il est en lointaine banlieue, même s'il est très très bien aménagé avec des beaux sièges ergonomiques et autres. Il y a une stratégie de non-déplacement. Voilà. Et ça, donc finalement, ça s'est constaté et indirectement, on invente le flex office et on met en place le télétravail. Donc la vraie réponse, c'est de raisonner selon l'activité et de déterminer la stratégie immobilière, la politique immobilière en fonction de ses enjeux d'activité, où se situe l'activité, et de mettre le lieu, les lieux, là où c'est nécessaire. Voilà, parce que le flex office, ça marche pas par ailleurs, pour différentes raisons, on l'a bien dit, mais une des raisons, je voudrais insister, c'est la notion d'ergonomie, mais plus davantage basée sur l'activité. Avant tout, l'immobilier est au service de l'activité. Voilà, ça, je pense que les acteurs de l'immobilier ont tendance un peu à l'oublier, parce que c'est quand même ça qui fait vivre les acteurs de l'immobilier, de construire, d'avoir des projets les plus importants, les plus gros, ce qui fait quand même vivre toute la profession. Mais à un moment, il faut quand même réfléchir sur la pertinence de l'usage et donc d'inventer les services. L'immobilier est un service. Je pense que ça, on ne l'a pas encore vraiment, on le dit, mais on n'a pas traduit ça en politique immobilière. D'accord. Alors je rebondis sur les services qui sont attendus par ces flex office et ces nouveaux espaces. Donc il y en a un en tout cas qu'on attend souvent, c'est la créativité. On pense que voilà, d'être plus libre et de s'asseoir à côté d'un marketeur ou d'un acheteur va permettre de favoriser l'échange et l'émergence d'idées. Alors là-dessus, quel est votre point de vue? Comment vous voyez ces espaces de créativité? Alors, je suis responsable de l'agence Skinner sur Paris-Île-de-France, mais je suis aussi moi-même manager. Donc, je manage 25 personnes, une équipe, une force de vente. Hein, donc, j'en ai un dans la salle. Donc, si j'ai des bêtises, tu m'arrêtes. Mais donc, je manage 16 vendeurs, 4 assistantes et 4 bureaux d'études. On est en flex. Moi, je suis en flex avec eux depuis une dizaine d'années. Donc, je pense ce qu'ils attendent, ce qu'attendent nos clients et ce qu'attendent mes équipes, hein, avec ce que je vis tous les jours, c'est il faut les surprendre. Et, moi, j'aime ramener dans les bureaux aussi, chez nos clients, je le souffle, ça sur tous les projets, c'est de rajouter de l'art, rajouter de la poésie sur les aménagements, rajouter aussi l'extérieur à l'intérieur, le végétal. J'ai le sentiment, enfin c'est pas un sentiment d'ailleurs, vraiment les clients, tous les clients dans lesquels on a rajouté du végétal, quand on a eu des partenariats forts avec, alors je vais le citer avec Jardin de Galie, parce qu'on travaille beaucoup avec Jardin de Galie, dès qu'on commence à mettre des tops végétalisés sur les rangements, quand on commence à mettre de la nature dans les bureaux, mais je ne sais pas pourquoi, mais d'un coup, il y a le sourire qui arrive, les gens se sentent bien. Alors c'est d'autant plus vrai dans les grandes villes. Mais donc ça plaît. On a des retours très positifs sur ça, et ça marche dans tous les aménagements possibles, en fait. Et puis les retours sur nos clients, eh bien, c'est 6 mois ou 1 an plus tard, ça fonctionne, c'est quand justement ils se disent bah, vous aviez raison d'un point de vue ergonomique d'avoir fait ça, d'avoir un peu chamboulé ce qui était prévu, parce que une activité, alors les espaces de créativité, ça c'est un mot super à la mode aussi, les espaces de créativité, mais qu'est-ce qu'on y fait dans ces espaces et comment on va les traiter? Un espace de créativité fait avec que des fat boys, il y en a au fond de la salle, d'ailleurs il n'y a pas grand monde dedans, s'il y a un monsieur.
mais enfin des espaces de créativité avec 12 fat boys, ben, on n'oublie pas qu'on vient dans sa société pour y faire quoi. Et cette assise, elle doit convenir à tout le monde. Donc, qu'on ait 2-3 fat boys dans une salle, très bien, c'est top, et puis ça participe voilà, à l'image du projet. Mais on n'oublie pas qu'il y a les Z, il y a les Y, et puis il y a les plus anciens, il y a les sages, moi je les appelle les sages, il y a ceux qu'on grandit avec la société, qui l'ont fait avancer. Et ces gens-là, ils méritent une place aussi confortable dans ces salles de créativité. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble, et on revient sur ce mot qui est l'ergonomie dans tous ces nouveaux espaces, en fait. Et c'est dans ces lieux de créativité, dans ces espaces de coworking, etc., etc. Voilà, pour que tout le monde ait sa place et que tout le monde soit bien dans ces nouveaux aménagements. Merci. Oui, la notion de créativité me gêne un petit peu, parce que finalement, il y aurait des espaces dits créatifs et des espaces qui ne sont pas créatifs. Donc ça veut dire, là, on imagine, on phosphore, et à côté, on compte les billes. Enfin, voilà, donc globalement, l'enjeu de l'environnement de travail, c'est d'être en effet au service d'une efficacité collective et individuelle. Et il y a des temps de travail dits individuels, des temps de travail collectif qui sont plus ou moins dans le côté créativité. Donc vraiment, si on veut des espaces qui favorisent le travail collectif, le travail collaboratif, il faut vraiment avoir des espaces adaptés à ce travail collaboratif. Donc ça passe par quelques sièges très fun en effet dans un espace, mais avant tout c'est des outils très pragmatiques d'écriture, d'affichage, mais aussi par des nouveaux outils numériques qui permettent de communiquer, de partager des informations, des paperboards numériques également. Et globalement, cet environnement s'inscrit dans un lieu qui doit être cloisonné, fermé, parce qu'il ne faut pas gêner, avoir le sentiment de gêner d'autres personnes. Quand l'espace dit créatif est ouvert sur les circulations, on ne peut pas être très à l'aise. Et en plus, il peut y avoir des notions de confidentialité. Donc, il faut revenir à des environnements cloisonnés, pas totalement cloisonnés, mais le cloisonnement en entreprise doit revenir un petit peu par rapport à certaines activités. Sinon, la notion de créativité, c'est aussi une démarche qu'il faut initialiser, et l'opportunité des projets immobiliers est une super opportunité pour créer les conditions de comprendre finalement ce qu'est l'espace comme une ressource managériale au service de l'activité, donc de mener un projet dans une démarche d'accompagnement avec des ateliers de co-création, de co-design, à la fois sur les usages, sur les concepts, sur les services, avec les collaborateurs. Ça va d'une part servir à imaginer et concevoir le cahier des charges qui correspond le plus précisément aux besoins de l'entreprise en fonction de sa stratégie et sa culture, et également, et c'est encore plus important, de permettre aux collaborateurs et aux managers de comprendre comment l'espace doit être utilisé en termes de pratiques d'usage dans la vie opérationnelle. Donc c'est aussi une phase de sensibilisation pratique sur les nouveaux usages. Et cette sensibilisation, cette formation finalement au management de l'espace doit être renouvelée régulièrement dans la vie de l'entreprise, parce que quand il y a 30% de turnover dans certaines entreprises, voilà, il y a eu une belle idée pensée à un certain moment. Cette idée, 6 mois après, il faut la rappeler. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas nécessairement à cause de l'espace, c'est pas nécessairement à cause des pratiques managériales ou des modes d'organisation, des usages, c'est peut-être à la fois à cause des deux. Donc il faut agir à la fois sur les pratiques plus adaptées à un espace qui correspondait à une stratégie de créativité, et également adapter l'espace, parce qu'en effet, il peut y avoir des problèmes fonctionnels et ergonomiques. Merci beaucoup. Je me retourne maintenant vers Laurent Assouli. Vous êtes professionnel de l'aménagement de bureau et ethnologue. Alors, quelles observations vous avez pu faire par rapport à ces nouveaux espaces déjà ? Alors, pas mal d'observations, mais avant de vous répondre, si vous permettez une petite précision, on se demandait tout à l'heure quelles étaient les motivations de ces nouveaux espaces de travail, de ces flex office. Très clairement, la motivation, elle est d'ordre économique. Si demain une entreprise a la possibilité d'économiser 30% de son parc immobilier, il est très clair qu'elle ne va pas se priver de ce gain de productivité. Donc soyons clairs, la première motivation, c'est effectivement de réaliser un gain de productivité. Une fois qu'on a réalisé ce gain de productivité, qui souvent d'ailleurs n'est pas discutable, on va commencer à réfléchir à des dispositifs de compensation pour effectivement s'intéresser au bien-être des utilisateurs.
Ça va être des bureaux électriques, ça va être des espaces de détente, et ça va être une accélération de chantier sur le télétravail et le coworking. Je crois que c'est comme ça que ça se passe et c'est le bon ordre. Ensuite, c'est intéressant parce que ça prépare finalement une sorte d'ubérisation du salariat. C'est-à-dire qu'on est en train de créer une distanciation. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, hein, je n'ai pas d'avis comme ça là, immédiatement, mais on est en train de créer une distanciation entre l'employeur et le salarié à travers justement le fait que le tabou du bureau un salarié est enfin brisé. On ne se rend pas compte, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Pendant des années, on a vécu sur voilà, bienvenue, chers collaborateurs, je vous présente votre bureau, voilà, vous aviez votre bureau, votre espace, etc. Ce tabou a été brisé. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez révolutionnaire. Ça nous paraît assez anodin maintenant, mais c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, est très fort. Alors, pour répondre maintenant directement à votre question, qu'est-ce qu'on peut observer à travers ces nouveaux espaces? Eh bien, on peut observer ce qu'on appelle une perte de repères territoriaux. C'est-à-dire que quand on n'a plus de lieu fixe et habituel, eh bien, on peut avoir le sentiment d'être étranger à son entreprise. Donc, en s'appropriant son territoire, hein, son enclave de travail, eh bien, on va sécuriser donc son environnement immédiat et on va s'enlever, je dirais, une charge mentale. Hein, c'est un besoin quasiment instinctif, animal, que de marquer et de s'approprier un territoire. Hein, je vous renvoie à un certain nombre d'études, notamment des études de Lee et de Brand de 2005 sur ce sujet-là. Alors, bien évidemment, certains salariés vont s'y adapter. Vous savez, on s'adapte à beaucoup de choses. Ou alors ils vont s'y résoudre. Mais ce sera au prix d'un effort. Le deuxième point que je note, c'est l'émergence d'un double langage, côté employeur, qui fragilise la relation de confiance salarié-employé. Salarié-employeur, pardon, je m'explique. À la fois, l'entreprise dit que l'humain est au cœur du dispositif organisationnel de l'entreprise, et en même temps, elle n'est plus capable d'investir un bureau par salarié. En tout cas, c'est comme ça qu'un certain nombre de salariés le comprennent. Le prétexte invoqué étant souvent que le poste de travail n'est pas occupé à 100%. Effectivement, mais n'oublions pas la symbolique. Vous êtes tellement important, chers collaborateurs, chères collaboratrices, que vous aurez demain un bureau partagé. Donc il y a quand même un travail, je dirais, de rhétorique, effectivement, important à revoir sur le sujet. Et je pense que c'est donc par l'appropriation des espaces que se construit le sentiment d'appartenance organisationnelle et de facto le degré d'implication des salariés. Voilà. Moi, il y avait autre chose, mais ce sera pour la suite. Donc vous avez souligné 2 points, la perte de repères territoriaux et ce double langage. Donc quel impact quand même sur, vous l'avez un petit peu abordé, mais quel changement cela va-t-il entraîner sur le bien-être du coup des salariés dans les entreprises? Alors, la notion de bien-être, c'est une notion très large hein, et très discutable. C'est compliqué le bien-être. Alors là, heureusement, on ne parle pas du bonheur. C'est encore bien plus compliqué. Le bien-être, ça regroupe un certain nombre de variables hein, qu'on peut discuter. Ça peut être le salaire, le sentiment de reconnaissance, l'ambiance de travail, le confort physiologique, le fait de vivre ou pas un sentiment d'injustice, qui est d'ailleurs une des causes du burn-out, à mon avis plus que la charge de travail. Et puis, ces variables-là, effectivement, le poids et la perception de ces variables, elles varient fortement d'un individu à l'autre. Ça, c'est un premier point. Alors, je note à la fois des points positifs sur ces nouvelles formes d'organisation, des points ambivalents et des points négatifs. Vous voyez, j'ai essayé de pondérer tout ça. Alors, ces grands espaces de travail, il y a un élément que je trouve intéressant, c'est ce qu'on appelle les walk cafés, c'est-à-dire ces cafés qui sont placés au centre de l'espace de travail et qui essayent de recréer une forme de café village.
Je trouve ça intéressant parce qu'on avait jadis des machines à café qui étaient reléguées au fond d'un couloir. Et je trouve que créer ces walk cafés au centre des espaces de travail, ça crée une sociabilité, ça encourage des échanges informels. Et je trouve ça tout à fait intéressant. Ces nouveaux espaces de travail sont souvent appréciés par les équipes projets, par des boîtes qui sont dans la pub, qui sont dans un état d'esprit de création et qui raffolent effectivement d'avoir des espaces comme ça très très ouverts. Voilà. Donc ça effectivement, c'est plutôt apprécié par ce type de population. Les points ambivalents. Alors les points ambivalents, c'est la promiscuité entre dirigeants et employés. Est-ce que c'est bien ça? C'est à la fois positif parce que c'est le symbole d'une démocratisation, hein, tous au même niveau, image de moins de disparité de classe hiérarchique entre salariés, hein. C'est même la question de la normalité, hein. Votre manager, votre super manager, finalement, c'est quelqu'un de normal. Est-ce que c'est intéressant, effectivement, d'avoir à côté de soi quelqu'un qui va gagner 5-10 fois plus et que vous allez trouver normal? Moi, je ne sais pas, c'est pas évident, ça. Vous savez, il y a un président de la République, il y a quelques années, qui a essayé, justement, de viser la normalité. Il a perdu à la fois en autorité, et puis je pense qu'il a perdu pas mal de crédit. Donc, tendre vers une normalité quand on est un patron d'entreprise ou quand on est à la direction générale, c'est à double tranchant. Il faut vraiment faire attention. Moi, en tant que cadre, j'aime à penser que mes dirigeants sont des hommes extraordinaires. Ce ne sont pas des hommes normaux ou des femmes normales. Pardon. Et alors, je peux comprendre effectivement que ces gens extraordinaires vont gagner peut-être 5, 10, 15 fois plus que moi. Voilà. Et puis, ces espaces ouverts sans cloison, bien, ça ne veut pas dire pour autant que les hiérarchies disparaissent. Les hiérarchies, elles sont d'abord dans les têtes, dans les esprits. Vous pouvez très bien avoir une entreprise très cloisonnée avec un poids de la hiérarchie qui est très faible. Et à contrario, avoir un flex office sans cloison avec une hiérarchie qui est absolument insupportable. Donc les choses sont un peu plus complexes qu'elles ne le semblent. Les points négatifs, eh bien, c'est les points négatifs qu'on va retrouver dans les espaces ouverts. Ça veut dire le regard permanent de l'autre. Et ça oblige à être régulièrement en représentation. Et si on pousse le bouchon un peu loin, ça veut dire qu'on va favoriser le paraître au détriment du être. C'est-à-dire qu'il y a un temps passé à jouer son propre rôle plutôt qu'à être soi-même. C'est normal, vous avez le regard des autres et vous devez être en représentation. Et puis on en parlait tout à l'heure, ces flex office, c'est finalement pour ceux qui en ont l'idée, ceux qui les implémentent, c'est finalement une solution de facilité et c'est une injonction de communication et de socialisation. Hein, vous devez communiquer davantage, hein, on va enlever donc les cloisons, et vous devez vous socialiser. Hein, c'est-à-dire que chaque jour, par exemple, vous devez vous asseoir à côté d'un nouveau camarade et par miracle, vous allez comme ça socialiser avec une trentaine, quarantaine, cinquantaine de personnes. Bien non, l'homme est un animal social, mais il ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Hein, vous ne pouvez pas socialiser comme ça avec 40, 50 personnes, simplement en changeant de place tous les matins. Vous avez besoin effectivement de créer des clans, des groupes. Et à partir du moment où vous avez créé un clan, un groupe, sur un petit nombre de personnes, vous allez pouvoir effectivement peut-être aller voir d'autres personnes. Et puis il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est on pense souvent effectivement qu'en créant ces espaces ouverts, ces flex office, on va par exemple limiter le nombre d'emails, on va augmenter le nombre de face-à-face. Ça paraît tellement évident effectivement, hein, de se dire si les gens sont à quelques centimètres, ils vont moins s'envoyer d'emails et ils vont davantage communiquer en face-à-face. Alors un certain nombre d'études, donc la dernière que tout le monde connaît, celle de Bernstein publiée dans la Harvard Business Review, démontre que paradoxalement, et ce n'est pas finalement si paradoxal que ça, en espace ouvert, en flex office, eh bien, on va avoir une augmentation significative du nombre d'emails, du nombre de copies
et une diminution du nombre de face-à-face. Quand vous forcez les gens à communiquer, les gens actionnent des réflexes de défense, tout simplement. Quand vous êtes dans un espace ouvert et que vous voulez passer un coup de téléphone, vous avez peur de déranger votre voisin. Donc vous allez avoir la délicatesse peut-être de ne pas téléphoner, d'envoyer un email. Quand vous voulez téléphoner en espace ouvert, vous n'avez pas forcément envie que votre voisin entende votre conversation, ou vous avez peut-être une idée géniale, et vous n'avez pas du tout envie effectivement que votre collègue à votre droite ou à votre gauche en ait effectivement la connaissance. Et vous allez envoyer un email. Et parce que vous avez besoin effectivement aussi dans l'entreprise de protéger votre production intellectuelle. Alors autant dans le monde universitaire, il y a des règles effectivement très claires, vous faites des règles de citation et effectivement ça limite le pillage de la connaissance. Dans l'entreprise, il n'y a pas ces règles-là. La paternité des idées et des concepts, elle est très 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 fluctuante et elle n'est pas très très encadrée. Voilà ce que je voulais vous dire, et c'était le thème effectivement, pour en finir, dans l'entreprise d'une façon générale, de l'hégémonie de l'écrit et du déclin de l'oralité. J'ai écrit récemment un petit article dans les Échos là-dessus et dans la revue également Harvard Business Review France sur ce sujet-là. C'est effectivement l'accroissement de l'écrit, l'accroissement de la judiciarisation et le déclin du face-à-face et le déclin de l'oralité. La notion de parole donnée est une notion aujourd'hui qui est bien désuète. Et c'est bien dommage, et je n'ai pas le temps effectivement de développer, mais c'est un sujet, à mon avis, intéressant. Merci. Je me retourne vers Pierre et William. Donc, par rapport à ces éléments, ces éclairages sur le bien-être, quels sont les retours des collaborateurs que vous avez accompagnés par rapport à l'appropriation de ces espaces? Question compliquée. Les retours dans l'ensemble sont bons en fait, mais il ne faut pas en amont se tromper à qui on s'adresse et de bien analyser justement de construire le projet sur les activités des uns et des autres. Et peut-être en cours de projet, on voit des clients qui se disent bon, ben, le flex pour tel ou tel service, c'est pas possible. Soit on n'est pas prêt ou c'est pas possible tout court. Donc mon retour d'expérience, et on le voit aussi pour nous-mêmes, par exemple pour nos propres salariés, c'est qu'il y a des services où c'est pas possible. Un service DRH où il y a encore beaucoup de papier, mon service logistique par exemple, où tous les soirs vous avez les monteurs qui arrivent avec tous les BL, etc. C'est des gens, enfin c'est impossible de les imaginer se poser différemment tous les matins. Donc c'est 8 personnes en ce qui me concerne. Ces gens-là, oui, ils ont une place attribuée parce qu'il y a encore tous les bons qui arrivent le soir. Parce que c'est pas possible. À l'inverse, une équipe commerciale, une équipe marketing, c'est qu'on est complètement prêt et on fonctionne comme ça depuis toujours. On se pose pas les questions. Il y a la place du manager aussi. Je rebondis sur ce qu'on disait. Moi-même, j'ai joué sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'au début, j'étais en flex avec eux. Et puis oui, on voit que je pense que les équipes ont besoin d'être entre elles et que des fois, on n'a pas forcément envie de voir le manager arriver. Pourquoi ce matin? Pourquoi il vient à côté de moi? Qu'est-ce qui se passe? Il va me contrôler, etc. Alors que, bon, moi j'ai juste envie d'être bien avec eux aujourd'hui, mais des fois ça peut être traduit différemment. Et puis, il ne faut pas oublier que le manager, c'est aussi celui qui génère beaucoup de réunions, d'échanges. Quand on a fait l'analyse chez nos clients des activités, des besoins, etc., c'est-à-dire que le manager génère énormément de rencontres, d'activités, de réunions. Donc c'est quelqu'un qui va passer sa vie à bouger pour aller dans des lieux, pour s'isoler avec un collaborateur, avec un groupe de 3 personnes, etc. Donc aujourd'hui, mon avis sur la question, mais ça dépend des activités de ce manager, c'est de peut-être lui réserver un espace fermé. Alors, pas forcément son bureau, pas forcément attitrer cette pièce pour cette personne, mais ça peut être un bureau pour 2-3 managers, on le voit chez certains clients, et de se dire, mais en tout cas, il a une pièce qui lui est réservée, et quand il vient au bureau, moi cette semaine, je vais être au bureau 2 jours. Et je sais qu'on commence un exercice en ce qui nous concerne, et ça va être 2 jours d'entretien individuel. Je ne vais pas faire un entretien individuel avec des salariés en plein milieu d'un espace, donc je vais forcément m'isoler. Donc autant prévoir une pièce réservée à ce type d'échange, quoi. Donc voilà, c'est qu'on est vraiment sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'analyse de l'activité des uns et des autres. Et en fonction des activités qu'on a exercées dans sa société ou chez nos clients, on va construire ce que moi j'appelle un menu d'espace, c'est-à-dire qu'on va construire des espaces
qui sont en phase avec ce qu'on a à faire quand on vient au bureau, en fait. Voilà. Donc des espaces ouverts, des espaces cloisonnés, une cabine téléphonique de proximité parce que ça peut aider à quelqu'un à passer un petit coup de fil perso plutôt que de descendre au moins 6 parce qu'il n'a pas envie d'être écouté ou de finir sur un palier d'ascenseur. Enfin voilà, c'est vraiment, on construit un menu d'espace en fonction de ce que vous avez à faire, quoi, en fait. Voilà. Pierre, vous voulez compléter? Merci. Je pense qu'il faut pas être, faut pas avoir un discours que critique sur le flex office. Il y a quand même, parce qu'avant c'était pas mieux, hein. Enfin c'était même pire sur plein d'aspects. Je pense qu'il faut quand même pas l'oublier. Donc sur la cigarette, moi je prends toujours l'exemple d'un jeune stagiaire qui rentre dans un bureau. Dans une entreprise, si on le met dans un bureau individuel, enfin ce qui à l'époque se faisait pas trop quand même, mais si on le met dans un bureau individuel ou un bureau de 2 pendant 6 mois, qu'est-ce qu'il va connaître de la vie de l'entreprise? Il aura peut-être une réunion par mois ou au mieux par semaine avec son service, mais il ne connaîtra rien de l'entreprise. Aujourd'hui. Dans un environnement flex office, bureau libre, il a l'opportunité. Ça dépend de plein de facteurs, mais il a quand même l'opportunité de faire des rencontres, de comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Ça, c'est quand même très, très, très bien. Donc le flex office, ça marche quand il y a une cohérence entre certains facteurs, comme on a dit. Mais par contre, il ne faut quand même pas tomber aussi sur un dogmatisme, une standardisation, une industrialisation, ce que les grandes entreprises ont tendance à faire, à bien expérimenter, et ensuite on standardise et on ne prend plus en compte suffisamment l'appropriation, les particularités. Donc il ne faut pas retomber dans une fragmentation extrême de l'environnement où toutes les 5 minutes je dois me lever pour changer d'activité. Ça nécessite un travail intellectuel que tous les collaborateurs ne sont pas prêts à avoir, de dire tiens, sans arrêt, qu'est-ce que je veux faire, de quel environnement j'ai besoin en termes de conditions, de confidentialité, de quelle technologie. Voilà, j'ai besoin de ça, et ensuite il faut que je vois quel est l'espace, où est-ce qu'il est disponible. C'est un travail pénible qui prend du temps et qui est complexe, donc c'est quand même plus simple de s'installer dans son bureau individuel où on peut tout faire. Donc voilà, le bureau individuel c'est fini pour différentes raisons, donc il faut quand même pas tomber dans une extrême fragmentation. Donc le flex office, il y a des prérequis, hein. Je pense qu'avant tout c'est une réponse sur mesure, c'est pas une réponse standardisée qui doit s'inscrire dans un cadrage stratégique qui doit être fait en amont d'un projet. Chaque acteur de l'entreprise a ses points de vue, RH, immobilier, a des enjeux, et ils ont tous chacun raison. Par contre, il faut harmoniser ces différents points de vue et les faire converger sur une cohérence en termes de projet. Ensuite, il y a des prérequis en termes de transformation numérique. Il faut qu'on soit relativement zéro papier pour ne plus avoir ces documents papier, sinon ça ne marche pas le flex office. Il faut que les pratiques managériales soient adaptées à des managements à distance, pratiques de management à distance. Et puis il faut des outils, comme l'espace est une ressource, il faut pouvoir se géolocaliser, se repérer, réserver. Donc il faut des outils de gestion de l'espace comme une ressource. C'est très important. Et puis la question finalement de l'évaluation, donc on n'a pas trop abordé. L'espace étant un service, étant une ressource, il faut mettre en place en permanence des outils d'évaluation de la pertinence de l'espace par rapport à l'activité qui change régulièrement. Donc ce qui est juste pertinent à un instant donné, dans 2 mois, dans 6 mois, c'est plus bon. Donc maintenant, il faut mettre en place dans les directions des environnements de travail des dispositifs d'évaluation qui permettent de mesurer la pertinence de l'occupation au regard de l'activité à travers différents outils. Voilà. Donc ça, c'est un point sur lequel nous on travaille actuellement. Voilà différents points de vue. Merci beaucoup. Alors, on est un peu pris par le temps. Je vais me retourner vers la salle pour des questions. Et avant celle-ci, je vais vous donner la parole à Maniska, une société qui s'appelle Maniska. Nous avons une autre experte dans la salle, donc je te laisse te présenter et nous donner aussi un peu ton point de vue sur le flex office et ses avantages et inconvénients. Merci beaucoup. Donc Mélissa Demuth, enchantée. Donc moi en fait j'ai été intrapreneur chez Léonard. Ici ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis chez Vinci. Et donc dans le cadre de ce parcours, j'ai créé Maniska qui permet en fait d'accompagner les entreprises dans les transformations et le changement. Et donc moi je voulais un peu aussi interagir par rapport au flex office et à ce que ça peut apporter. Parce qu'en fait dans la démarche que j'apporte, il y a 3 volets. Donc il y a ce dont on a beaucoup parlé, le co-design des usages, de bien se remettre sur les besoins avec les différents besoins, les nomades, les sédentaires, etc.
et aussi d'accompagner les collaborateurs et les managers sur une transition porteuse de sens. Mais surtout, en fait, lors de mon parcours, je me suis rendu compte de l'impact de l'espace sur les collaborateurs et j'ai eu envie de creuser sur finalement ce qui se passait dans d'autres sciences, dans d'autres continents, dans d'autres pays. Et je me suis intéressée à un art et une science millénaire qui s'appelle le Feng Shui, et en fait qui apporte des réponses et des solutions aux différentes problématiques dont on a entendu parler, notamment cette notion de territoire et d'ancrage, puisqu'effectivement, quand on crée un espace en flex office, on perd ses repères, on en a beaucoup parlé, on perd cette territorialité. Et en fait, avec des outils simples et pragmatiques, on peut finalement permettre aux collaborateurs, aux salariés, en travaillant sur les flux, en travaillant sur les circulations, en travaillant sur la posture, en travaillant, vous parlez aussi du végétal, enfin, il y a pas mal d'éléments en fait, qu'on peut mettre en place et qui permettent finalement de retrouver son équilibre intérieur et non pas de se retrouver enraciné, puisque l'objectif c'est d'être dans la mobilité, mais d'avoir les bases, d'avoir les stabilités pour pouvoir vivre au mieux le flex office. Et donc finalement, la question c'est pas tant flex ou pas flex, mais c'est la manière dont on va amener cette nouvelle organisation spatiale en prenant en compte l'ensemble des paramètres, aussi bien en co-créant avec les utilisateurs qu'en accompagnant les managers et qu'en prenant une vision globale où on va augmenter le bien-être et donc faire en sorte que les gens soient plus performants et qu'ils vont vivre une meilleure expérience au travail, être plus productifs et répondre aux enjeux des jeunes générations d'avoir des entreprises plus agiles et plus attractives. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait un doigt ici, ici aussi. Monsieur, et après Sandra. Bonjour. Je voulais d'abord... Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, d'accord, très bien. Je suis un journaliste indépendant. Je suis là en curieux. C'est des sujets qui me passionnent. J'ai une autre casquette d'agent de sécurité incendie et je travaillais chez AXA dernièrement. J'ai vu assister à cette métamorphose et ils ont déménagé pour aller dans un espace plus correspondant à ce qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui. Alors, je voulais faire une réflexion par rapport, par exemple, à la... C'est comme si on va assister à une épistémologie de ces domaines de l'espace, avec donc toute l'analyse qui peut en découler, et dire par exemple qu'il y a une influence des nouvelles technologies, comment on appelle ça, des startups, hein, pour dire plus précisément, à la Zuckerberg. Et je me dis, peut-être Zuckerberg et toute cette génération, ils ont influencé le monde du travail parce qu'ils étaient jeunes. C'est leur jeunesse qui les a amenés à avoir des comportements qui finalement ont induit cette nouvelle façon de fonctionner. Et comme ça marche, le monde va vers ce qui marche, on a adopté. Mais on oublie peut-être que c'est juste parce qu'ils étaient jeunes que cela s'est passé ainsi. Et peut-être que Zuckerberg, quand il aura l'âge de Bill Gates aujourd'hui, il aura envie d'être plus dans un environnement plus classique que celui qu'il a amené par sa façon de fonctionner. Et j'ai une question, c'est pour le sociologue. Il a parlé de charge mentale enlevée. Je voulais qu'il revienne un peu là-dessus, si c'est possible, à un moment donné, de la charge mentale enlevée, si vous vous rappelez de ce que vous avez évoqué à ce moment-là. Merci. Quand vous vous asseyez tous les jours à la même place, en fait, la première fois, vous allez en fait identifier votre périmètre, l'espace qui est autour de vous, et vous allez en quelque sorte le sécuriser. C'est toujours très agréable de savoir ce qu'il y a derrière vous, sur le côté, etc. Et comme ça, la deuxième, la troisième, la quatrième fois, eh bien, vous passez à autre chose. Vous déchargez effectivement votre cerveau de cela. Et si vous regardez les études qui sont faites, par exemple, sur est-ce que les gens s'assiedent toujours à la même place dans les universités, dans les restaurants, dans les bars, je connais un peu plus l'université, bah, vous remarquerez que des jeunes, hein, donc c'est pas des vieux, hein, c'est des jeunes, bah, ils s'assoient très très souvent à la même place. Alors ils s'assoient à la même place parce qu'effectivement il y a une camaraderie, il y a une socialisation avec le copain ou la copine,
Mais il y a vraiment une habitude, un rituel qui est rassurant, de s'asseoir, d'avoir des habitudes, de s'asseoir à la même place, à la fois en termes de socialisation, de camaraderie, avec un clan, un groupe, et puis également pour, je dirais, ne pas avoir de surprise sur ce qu'il y a derrière vous, tout simplement. Vous ne réagissez pas de la même façon si derrière vous, vous avez, je sais pas, les bureaux de la direction générale ou bien un service sur lequel vous n'avez aucun rapport et vous êtes complètement beaucoup plus relax, par exemple, en termes de comportement. C'était ça l'idée. Vous avez une autre question ? Oui, ça marche. Bonjour, Sandra Anlard, je suis... Non, t'entends plus. Merci. Donc Sandra Anlard, je suis consultante et je suis également chercheur en sciences de l'éducation en Nanterre. Je voulais faire 3 remarques. D'abord, merci parce que j'ai trouvé que le débat était extrêmement riche, y compris dans la variété des points de vue. Je voulais faire 3 remarques, questions. La première, je suis, moi, extrêmement frappée par l'incroyable normalisation, standardisation de ces espaces. Je ne parle que des grandes entreprises parce que c'est vraiment uniquement ça que je connais. Et je suis désolée, mais c'est fou comme ça se ressemble. Enfin, je veux dire, en 3-4 ans, que ce soit le végétal, que ce soit... Enfin, une fois qu'on est sorti de l'open space un peu basique et qu'on a dit ah bah oui mais il faut aussi des espaces comme ci à côté pour pouvoir être individuel. Bon, ils se ressemblent tous, donc comment ne pas s'interroger sur le fait que derrière ça, c'est bien une évolution de la relation au travail qu'on attend, c'est bien quelque chose qui est adressé à l'ensemble finalement des travailleurs aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que ça nous apprend sur ce qu'on attend des collaborateurs et qu'est-ce que ça veut dire quand on décrète que la créativité devient une norme, que tout le monde doit être créatif, qu'il y a des salles pour devenir créatif. Enfin, voilà, tout ce qui est en train de se standardiser autour de cette soi-disant différence, particularité, créativité. Bon, ça, c'était les premières remarques. La deuxième remarque, c'est que vous avez tous plus ou moins évoqué la question de l'activité. Mais j'ai l'impression que vous l'avez beaucoup évoqué sous la forme de l'activité telle que l'entreprise la voit, même si on va organiser des enquêtes, des groupes de travail, racontez-moi ce que vous faites, à quelle heure, comment, etc. etc. Et est-ce que ce n'est pas une vision un peu naïve de l'activité? Parce que le travail, c'est pas ça. Le travail, c'est aussi des tas de choses qui ne se voient pas, qui ne se disent pas. C'est des tas de choses que les gens ont dans la tête. C'est par exemple le fait que oui, quand je suis dans une réunion, ben, je peux aussi penser à autre chose et donc c'est pas aussi tranché que ça entre je suis dans un moment collectif ou je suis dans un moment individuel. Enfin, l'activité est quelque chose qui appartient aux gens et qui ne vont pas forcément l'exprimer comme on peut le recueillir dans des enquêtes ou dans des démarches classiques. Et donc je m'interroge aussi sur comment faire en sorte que ce soit les individus eux-mêmes qui puissent penser des espaces à partir de l'ensemble des dimensions de l'activité et pas seulement à partir de grilles certainement très bien recueillies ou de visions qu'a l'entrepreneur de ce que doit être l'activité. Et dans ce cas-là, est-ce que ces lieux ne sont pas aussi des lieux pensés par en haut pour ceux d'en bas, malgré tout, même avec des plantes vertes et de l'art? Et puis la troisième question, moi, qui m'a beaucoup frappée, c'est que je me demande si on ne se trompe pas de sujet. C'est-à-dire, je me demande si la vraie question n'est pas l'espace, c'est le temps. C'est le temps, c'est comment on pense le temps donné aux gens pour travailler, comment est-ce comment on réintroduit du temps non prévu, du temps non comptabilisé, alors là, voilà, maintenant il y a une réunion collective, donc maintenant ça se passe là, ensuite vous allez vous lever, vous allez passer votre coup de fil, c'est là. Mais comment on dessert cette question du temps? Comment est-ce que l'espace ne devient pas finalement quelque chose qui emprisonne le temps individuel, collectif, de trajet, chez moi, ailleurs? Est-ce que le vrai sujet, c'est pas plus le temps que l'espace? Je voudrais apporter des éléments de réponse. Déjà, je pense qu'aujourd'hui c'est mieux qu'avant. Je redis ce que j'ai dit. Quand j'ai commencé à travailler, notamment sur un projet d'EDF, pour ne pas le citer, à Saint-Denis, mon travail après Bac+5, c'était de savoir compter jusqu'à 5. Donc selon le GF de la personne, il fallait donner 5, 4, 3, 2 fenêtres. Donc voilà, c'était très réducteur en termes d'analyse de l'activité. Donc aujourd'hui, on prend un peu mieux en compte l'activité, 100 fois mieux qu'avant, mais on pourrait faire 1000 fois mieux encore. Voilà, donc je suis totalement conscient
de la pauvreté, on va dire, de la faiblesse plutôt que pauvreté, la faiblesse de nos pratiques d'analyse de l'activité dans les projets, parce qu'on intervient dans des cadres de projets donnés avec des ressources engagées qui sont toujours trop chères par rapport à des cadres budgétaires d'appel d'offres. Néanmoins, on met en place des dispositifs qui sont quand même de plus en plus pertinents, et les maîtres d'ouvrage sont de plus en plus attentifs à l'analyse, au temps passé à l'analyse de l'activité, parce que c'est quand même ça qui fera la pertinence ou pas du lieu. Voilà, donc c'est encore très améliorable, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Voilà. Ensuite, sur le niveau de standardisation, je suis complètement d'accord. Mais avant, c'était également pareil. Les bureaux cloisonnés, moquette marron, voilà, c'était sinistre. Donc aujourd'hui, on est à nouveau dans un nouveau modèle standardisé, un nouveau look. Alors, il y a des discours un peu... on va parler de l'identité spécifique de chaque entreprise. On arrive toujours un peu à la même chose. Donc c'est vrai qu'il y a un peu, pas d'esbrouf, mais bon, il faut quand même constater qu'on arrive quand même sur une convergence. Ça illustre peut-être aussi qu'avec une standardisation aussi des approches culturelles des entreprises, la plupart des grandes entreprises, finalement, ont globalement le même modèle culturel, les mêmes cadres chez EDF ou à la BNP. Globalement, il n'y a pas beaucoup de différence. À L'Oréal, il a quelques flacons sur son bureau qui fait des différenciations. Mais on tend vers une convergence, et la dimension servicielle aussi, comme on rentre dans une logique service, finalement, c'est normal de standardiser. Alors on pourrait imaginer qu'une grande entreprise accorde différentes catégories de services, avec des hôtels de 4 étoiles, 2 étoiles. Donc finalement, le collaborateur aurait le choix de choisir son environnement selon son exigence métier, qui renvoie à des niveaux de qualité différents, des niveaux de prestations différents. Mais aujourd'hui, les entreprises ne sont pas du tout encore dans cette logique-là. On standardise parce que un cabinet de conseil a décrété qu'on était encore 30% au-dessus des coûts qu'on pouvait faire dans l'immobilier. Donc on doit encore baisser, et on arrive à un standard qui ne correspond plus nécessairement à la réponse pertinente en fonction de l'activité. Voilà, donc la logique servicielle va pousser encore à plus de standardisation. On aménage, on prend le temps d'analyser l'activité, mais c'est par rapport aux occupants actuels. 6 mois après, on sait que, comme dans une entreprise BNP, c'est plus nécessairement les mêmes occupants qui seront sur cet étage. Donc évidemment qu'il y a un enjeu de standardisation quand on conçoit l'aménagement, même si on le conçoit de manière spécifique avec les utilisateurs du moment. Pardon, une réaction. Oui, sur le sujet de la standardisation et ce que vous évoquiez, madame, je crois que Alain, Pierre et moi, au moins, on a essayé de donner des éléments. Moi, je voudrais revenir à un point qui m'est fondamental. Je suis sûr, en tout cas, qu'Alain et moi l'avons abordé. C'est quelle est l'évolution du rapport de l'entreprise ou des dirigeants de l'entreprise aux gens qui travaillent pour elle. On a souvent employé le mot collaborateur tout à l'heure, depuis tout à l'heure, tous, moi le premier. Mais c'est déjà par abus de langage. Hein. La question d'aujourd'hui, c'est que la plus importante, selon moi, c'est qu'on est passé d'un modèle historique d'une entreprise qui fonctionne avec 100% de CDI, la plupart du temps en monosite, ou en tout cas des sites proches, à un écosystème beaucoup plus complexe. Moi, je ne crois pas forcément à la fin du salariat, mais je constate que dans un bureau donné, un office, un siège d'entreprise, cohabitent aujourd'hui des salariés en CDI, des salariés en CDD, des stagiaires. En général, la moitié de l'informatique dans les grosses boîtes est sous-traitée. Souvent sous-traités dans les locaux, mais sous-traités. Les collaborateurs de la cantine, ils sont salariés de Sodexo. Les gens qui s'occupent de la maintenance des ascenseurs, ils sont salariés de Schindler. Les gens qui s'occupent de l'accueil d'un autre, la sécurité encore d'un autre, etc., etc. Et puis, donc on a quelque chose où on jargonne sur l'adhésion à l'entreprise, les valeurs, blablabla, pour des gens qui ne sont absolument pas concernés par le sujet. Absolument pas. Et donc la question qui se pose avant la question d'aménagement des locaux, c'est à quoi va ressembler ma boîte dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que je vais avoir quelque chose qui va reproduire les 90% de CDI d'hier, ou est-ce que je vais avoir quelque chose où je vais avoir un core business de salariés extrêmement restreint
et une espèce de marguerite avec des pétales de gens qui sont à l'étranger, offshorés, nearshorés, des sous-traitants, un réseau de prestataires, etc. Parce que la question de fond, elle est-ce que les moyens que je mets en œuvre et toutes ces dépenses pour faire des beaux locaux et des beaux meubles, ce sont des questions qui vont contribuer à attirer et à fidéliser des gens. Alors, tout le monde aujourd'hui prononce ces mots. On veut attirer et fidéliser les talents. Mais quand vous grattez un peu, vous comprenez que ces mots sont extrêmement précis. Le mot talent ne veut pas dire tout le monde. Quand on veut dire attirer et fidéliser les talents, quand on comprend bien les mots, on veut attirer des gens performants et on veut garder des gens performants. Sous-entendu, je ne veux pas des autres. Hein. Et on doit faire face au fait que les jeunes générations qualifiées, eux-mêmes, ils ne veulent pas être fidélisés. Bon. Donc pourquoi faire des investissements sur 20 ans pour des gens qui ne sont pas pour la moitié à peu près des salariés de l'entreprise et pour des gens que je veux recruter pour leur performance, dont certains ne voudront pas être fidélisés et pour d'autres, la performance sera obsolète dans 5 ans. Souvenons-nous de l'informatique tous. On a embauché à prix d'or il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, c'est plutôt il y a 10 ans, des gens qui programmaient en Perl ou en je ne sais pas quoi. Mais plus personne programme en Perl. C'est fini, pour beaucoup. Bon, c'est quasiment fini. Bon, donc je ne cherche pas du tout à fidéliser les programmateurs Perl, je cherche à ce qu'ils se barrent. Bon, voilà. Bon, j'embauche une marketeuse qui vient, je suis dans la banque, j'embauche une marketeuse qui vient de chez Elevir parce qu'elle a une connaissance des produits mass market, de la segmentation, beurre salé, beurre doux, ceux qui coupent et ceux qui raclent, etc. Mais dans 5 ans, cet apport-là, c'est terminé. Donc je ne cherche pas à la fidéliser. Donc la question de la standardisation, elle vient aussi de ça. Juste quelques mots sur d'Alain. Juste en fait, parce que les questions que vous posez, les questions c'est dans quelle société les entreprises aujourd'hui sont en train de s'instaurer dans la société de demain et qu'elles sont aussi en train de fabriquer. Et donc on voit bien que si on prend l'historique long des évolutions de société, enfin les nôtres, notamment occidentales, on est en train de rentrer dans une cyber-société qui signifie quelque chose de très précis d'un point de vue de composition, postmoderne, qui signifie aussi quelque chose d'un point de vue très précis du point de vue idéologique, et de liquidité. Donc la question, à la fois, on revient anthropologique de base, au regard des transformations de nos sociétés, vraiment de longue période, c'est comment l'organisation productive, qui a toujours existé à travers l'histoire longue, et va évoluer, sachant qu'elle est construite et constructrice. Et donc, du coup, on débat, en fait, derrière, tu évoquais société salariale, post-salariale, mais en fait, le salariat lui-même est en train de se transformer complètement. Les grands groupes, quand on regarde, ne produisent que 20% de la valeur ajoutée totale, 80% vient d'ailleurs. On oublie tout le rôle de la législation, en particulier quand vous avez des prestataires de services dans votre entreprise qui utilisent les mêmes services que vos collaborateurs. Vous êtes rappelés à l'ordre parce qu'eux-mêmes bénéficient d'autres avantages et ils n'ont pas le droit d'utiliser les mêmes avantages que vous. Et donc le manager dit « mais moi je traitais mais les autres comme les miens et j'ai plus le droit de les traiter comme les miens ». Donc il ne faut pas oublier, on est dans des sociétés normées par le droit, normées par les conventions, qui elles-mêmes sont des éléments constructifs des entreprises. Donc nous, on traite là, pour le moment, on parle des choses de base, mais on peut monter en niveau, c'est un autre problème, quoi. On fait de la science politique. Merci beaucoup pour ces interventions. On arrive à la fin de cette conférence. C'est un sujet qui est passionnant et qui pourrait être traité pendant encore le reste de la journée. En tout cas, je tiens à remercier chaleureusement nos intervenants pour la qualité de leur contenu et des messages diffusés. Donc, un grand plaisir en tout cas de vous avoir accueillis ici. Merci aussi pour votre participation. Merci. Et je rappelle donc que notre deuxième événement se tiendra le 10 octobre sur le devenir du salariat.
Très bonne journée à vous et merci. Au revoir.